Du Congo connaît de sérieux problèmes pour traverser les rivières Kwilu et Kwenge, et pour cause, les bacs y affectés pour faciliter cette traversée ne sont jamais arrivés à destination. La population ne sait à quel sein s'avouer. Comment font-ils pour se déplacer? La question est posée dans un grand reportage qui va nous proposer tout à l'heure notre consoeur Lucie Lavi-Chisenda. Mais avant d'en arriver là, laissons la place à l'actualité. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce journal magazine en ce jour dominical. Une délégation composée des responsables de la SENCO et de l'ECC était reçue par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Une autre audience du président était accordée au chef d'état-major de l'armée ougandaise. Les détails dans ces éléments de reportage. Pour la deuxième fois en l'espace de 4 mois, les responsables religieux, catholiques et protestants sont venus à la rencontre du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, cette fois-ci pour lui présenter le rapport d'information relatif aux consultations menées à leur propre initiative auprès des différentes parties impliquées dans la résolution de la crise qui sévit dans l'est du pays. Comme le 3 février dernier, c'est suite à sa demande que la délégation conjointe SENCO-ECC, conduite cette fois-ci par Monseigneur Donatien Cholet, secrétaire général de la SENCO, a souhaité partager les conclusions de sa tournée aux garants de la nation. Quand nous sommes venus la première fois présenter au président de la République l'initiative Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble, il nous a écoutés et nous a demandé de lui laisser le temps pour qu'il s'imprègne des documents qui lui ont été laissés et puis que nous nous retrouvions à un autre moment pour échanger davantage sur le contenu. C'est ce qui a été fait aujourd'hui et il a pris le temps de nous écouter. Nous l'avons aussi écouté, mais le plus important c'est qu'il a mis en place une équipe qui va continuer à travailler avec nous pour approfondir la mise en œuvre de cette initiative. La réunion a tourné autour de 2 points. Le premier, c'est le rapport d'information de notre phase de consultation qui avait été menée. Nous avons évalué ensemble les points forts et les points faibles. Et le deuxième point, c'est que il a décidé de mettre en place une équipe qui va travailler avec nous pour voir ce que seront les prochaines étapes. Bien avant cela, le président de la République a reçu le général Muhoozi Kainerugaba, chef d'état-major et commandant de l'armée ougandaise. En séjour de travail à Kinshasa depuis le vendredi dernier, dans le cadre de l'évaluation de l'opération militaire conjointe FARDC-UPDF avec son homologue congolais, le général Jules Banza Mouilamboué, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, a profité de son passage dans la capitale congolaise pour présenter ses civilités au président de la République, commandant suprême des forces armées. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kaikwamba-Wagner, a actionné un levier de la diplomatie économique. Inga 3 a besoin d'engagements internationaux pour assurer des investissements durables avec des infrastructures vertes. La ministre d'État l'a rappelé aux ambassadeurs de pays membres du G7 auxquels elle sollicite le soutien. Edith Chala nous en dit long. Le projet Grand Inga est devenu un programme de développement de la RDC, bien plus de l'Afrique entière. Il s'aligne sur les priorités mondiales en matière d'investissement durable, d'infrastructures vertes et de sécurité énergétique. Devant les ambassadeurs des pays membres du G7, le directeur général de l'Agence de développement et de promotion du projet Grand Inga, Bob Mabiala, a présenté les nouvelles approches qui préparent le pays à accueillir Inga. L'implication de la population, la création de nouvelles demandes en énergie, la structuration qui prend en compte la complexité du projet et les besoins d'une grande appropriation internationale. Le directeur des opérations de la Banque mondiale, Albert Zeufak, a salué l'expertise et l'abnégation des équipes qui ont travaillé avant que le conseil d'administration de la Banque mondiale ne valide le dossier. Des questions relatives à l'implication du secteur privé, la cohérence d'Inga avec le corridor des Lobito, mais aussi avec les zones économiques spéciales ont été posées et le directeur des cabinets adjoints du président de la République
André Wameso a répondu à quelques-unes en complément du directeur général de l'ADP. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Coopération internationale et francophonie, Thérèse Kaikwamba, a clôturé les débats en appelant au soutien du G7 au projet. Le projet Grand Inga n'est pas une infrastructure ordinaire, comme nous l'avons déjà entendu à plusieurs reprises. C'est une solution transformationnelle dotée d'un potentiel estimé à 42 000 MW qui le hissera parmi les plus grands barrages hydroélectriques au monde une fois réalisés. C'est pourquoi je sollicite aujourd'hui l'appui continu des pays du G7 pour inscrire le projet Grand Inga comme priorité stratégique dans votre agenda en 2026 et bien au-delà. Selon le représentant du Canada, le projet tel que présenté s'aligne parfaitement avec les objectifs de la présidence canadienne du G7. Et dans la foulée, il a sensibilisé sur la nécessaire prise en compte du genre dans la mise en œuvre du projet. Et dans un autre décor, le ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga a échangé le jeudi dernier à Harare au Zimbabwe avec le président du Conseil des ministres de la SADC. C'était autour de la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Reportage Willy Atunakova. Le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Manzenga Mokanzu, qui a séjourné sur instruction du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Harare au Zimbabwe, pays assumant la présidence en exercice de la communauté pour le développement de l'Afrique australe, SADC, a été chaleureusement reçu jeudi 19 juin 2025 par son homologue zimbabwéen, Amon Mouruira, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration régionale, en sa qualité de président en exercice du Conseil des ministres de la SADC. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire et humanitaire dramatique et préoccupante qui prévaut actuellement dans la partie est de la RDC, toujours en proie à l'agression rwandaise, l'évolution du suivi des décisions prises à Dar es Salaam en Tanzanie par les chefs d'État et de gouvernement lors du sommet mixte EAC-SADC et les perspectives d'avenir de prochains différents travaux de cette organisation régionale. Vous saviez que le Zimbabwe, c'est un soutien pour la République démocratique du Congo à ce qui se passe à l'est de notre pays. Et nous avions échangé aussi sur le processus qui a été mis en place entre EAC et SADC en perspective de réunions qui vont se faire, et nous l'avions souhaité qu'à chaque fois que nous soyons associés. Rappelons que le prochain sommet des chefs d'État et des gouvernements de la SADC se tiendra au mois d'août prochain à Antananarivo, à Madagascar, au cours duquel ce pays hôte succédera au Zimbabwe à la tête de cette communauté de l'Afrique australe. Arrivé à Kinshasa le vendredi 20 juin dernier, le général Muhoozi, chef des forces de défense du peuple ougandais, a eu une séance de travail avec son homologue congolais, le général Banzamou Lamboué Jules, chef d'état-major général de FARDC. Après la séance de travail, ils ont signé le mémorandum d'intention révisé et actualisé sur les opérations conjointes contre les ADF et autres groupes armés locaux en Ituri et au Nord Kivu. Le général d'armée Muhoozi Kainerugaba, chef des forces de défense du peuple ougandais, UPDF, et le lieutenant-général Banzamou Lamboué Jules, chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo, ont signé ce vendredi 20 juin 2025 le mémorandum d'entente révisé sur les opérations conjointes Shuja contre les terroristes ADF-MTM. Le nouveau mémorandum d'entente, réactualisé en fonction de l'évolution actuelle de la situation sur le terrain, prévoit le renforcement des opérations contre les ADF sur le terrain et leur élargissement dans les territoires de Mombasa en Ituri. Ces opérations conjointes seront également étendues contre les groupes armés auteurs de l'insécurité dans la province de l'Ituri, plus particulièrement dans les territoires de Djougou, Irumu, Mahagi et Aru. Pour appuyer ces opérations, il a été décidé le maintien de l'équipe conjointe de renseignement. L'autre point inscrit dans le nouveau document est la sécurisation conjointe des travaux de réhabilitation de la route Kassindi-Beni-Butembo. Le communiqué final de cette rencontre, qui a été précédé de la réunion des experts, est présenté ici par le général-major Ilungampeko Edmond, chef d'état-major adjoint de la force terrestre des forces armées de la République démocratique du Congo.
les chefs des forces de défense du peuple ougandais, le général Muhoozi Kainerugaba et le chef d'état-major général des forces des armées de la République démocratique du Congo, le lieutenant général Banza Mwilambo Jules, se sont rencontrés à Kinshasa, en RDC, le 20 juin 2025. Cette réunion de haut niveau, qui s'inscrit dans le prolongement de la révisitation des opérations conjointes en cours, visait à renouveler et modifier le mémorandum d'entente du 5 novembre 2021 en rapport avec les opérations en cours contre les terroristes ADF-MDF et à discuter d'autres engagements bilatéraux essentiels en matière de défense et de sécurité. La 40e Assemblée générale de la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion de change des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF a vécu à Kinshasa. La vice-ministre aux Finances a procédé à la clôture de ses assises. C'était le jeudi dernier. Cette conférence a connu un grand nombre de participants venus de pays africains. Les nouveaux défis, fiscalité environnementale et des ressources naturelles, fiscalité et genre et fiscalité internationale, c'est le thème de cette 40e Assemblée générale de la 38e conférence annuelle du Cercle de réflexion d'échange des dirigeants de l'administration fiscale CREDAF, dont les travaux se sont clôturés jeudi 19 juin 2025 à Kinshasa et qui ont duré 3 jours. Plus de 20 pays et organisations ont participé à cette rencontre organisée par la Direction générale des impôts de la RDC en collaboration avec le CREDAF. Une rencontre qui a permis aux participants de jeter des bases pour une organisation efficace, comme l'a si bien dit le directeur général de la Direction générale des impôts, Barnabé Mwakadi Mwamba. Cette 38e conférence annuelle a été, sans contexte, un moment propice pour l'organisation fiscale de s'enrichir mutuellement sur les nouveaux défis fiscaux. Barnabé Mwakadi Mwamba, à qui le président du CREDAF, Ludovic Itoua, a passé le bâton de commandement, préside désormais aux destinées de cette organisation. Il a invité les responsables de l'administration fiscale à présenter leur candidature à l'accueil de la prochaine Assemblée générale pour doter le bureau exécutif du CREDAF d'un vice-président. Pour le secrétaire général du CREDAF, cette conférence sort de l'ordinaire. Une fiscalité intelligente, équitable et moderne est indispensable à la transformation de nos économies, à la réduction des inégalités, à la transition écologique et à l'atteinte des objectifs de développement durable. La vice-ministre des Finances a loué l'organisation des présentes assises du CREDAF et a invité au respect des défis et perspectives dégagés. Je formule donc le vœu que ces défis majeurs ainsi identifiés lors de ces travaux et les principales perspectives dégagées puissent être véritablement prises en compte pour révolutionner nos systèmes fiscaux. Des ateliers et colloques ont meublé cette 38e conférence du CREDAF qui s'est terminée sur une note gaie, la soirée de gala organisée par la Direction générale des impôts. Le développement et la relance économique dans le milieu rural passent par l'accès à l'électricité accrue. Un partenariat stratégique vient d'être scellé dans ce cadre entre le Fonds de promotion pour l'industrie et l'ANSER pour augmenter l'accès à l'électricité dans les 145 territoires de la République démocratique du Congo. Un reportage signé Alain Bikaï. Cette signature de protocole d'accord et collaboration vise à soutenir et à promouvoir les initiatives de développement de l'industrie à travers un accès accru des entreprises à l'électricité dans les milieux qui font face à déficit énergétique criant. La démarche vise à augmenter la desserte en électricité dans les 45 territoires en faveur de la population. Il ne saurait y avoir d'industrialisation sans énergie fiable. Et il ne saurait y avoir des progrès ruraux sans une activité économique soutenue et encadrée. C'est dans cette logique que ces partenariats entre les FPI et l'ANSER prend toute son âme. Les FPI et l'ANSER vont mutualiser les ressources
Enfin, que chaque partie joue son rôle dans le but d'assurer le développement socio-économique des communautés bénéficiaires ainsi que la relance des économies locales à travers l'implantation des pôles de croissance sur les axes stratégiques du territoire national. Une telle vision vise l'autosuffisance alimentaire et la lutte contre l'exode rural. Dans ces zones-là, le taux d'électrification n'est que de 1%. Et c'est même ça qui justifie le fait que ces territoires restent des zones sous-développées. Malgré de nombreux engagements et interventions du gouvernement et de leurs partenaires au développement, les défis qui se posent quant à la desserte de l'énergie électrique en République démocratique du Congo subsistent encore. Ce protocole de collaboration signé ce jour portera des réponses appropriées en vue d'appuyer la vision du gouvernement de la République démocratique du Congo qui entend diversifier. La situation sécuritaire, économique et politique au Sud Kivu, 48e réunion du Conseil des ministres, l'audience du chef de l'État au président de la commission de la CEAC sont là les sujets primordiaux qui constituent la semaine du président suivant. Gilberto da Piedade Verissimo, président de la commission de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, a été reçu en début de semaine à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En compagnie du ministre de l'intégration régionale Didier Manzenga, da Piedade a indiqué qu'il s'est agi d'une séance de travail découlant de la volonté de chefs d'État et de gouvernement de la CEAC d'organiser une réunion de haut niveau à RDC afin de trouver une solution idoine à la situation de la transhumance en Afrique centrale. Convaincu de la nécessité d'organiser ces travaux à RDC, le chef de l'État a insisté sur la poursuite des travaux préparatoires en vue d'une meilleure organisation de la rencontre. La situation sécuritaire, économique et politique au Sud Kivu était évoquée au cours de l'entretien que le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu au cours de la semaine avec le gouverneur de cette province, Jean-Jacques Pouroussi. Nous avons échangé sur l'évolution de la situation de la ligne de front et des conditions de travail des forces de sécurité, a indiqué le chef de l'exécutif provincial, rassurant que les forces régulières de la RDC se comportent très bien sur le front avec l'appui des patriotes Ouazalendo. Bientôt, la guerre sera derrière nous grâce à nos forces de défense et de sécurité et à la diplomatie offensive du président de la République, a souligné le gouverneur du Sud Kivu. Il a lancé un message de réconfort à la population de sa province et celle du Nord Kivu, victime de la cruauté des terroristes de l'AFC M23 et de l'armée rwandaise. Ma province est en train de constituer des éléments en charge pour traduire les responsables rwandais et leurs complices impliqués dans ces atrocités à la Cour pénale internationale, a dit le gouverneur Jean-Jacques Pouroussi. La 48e réunion du Conseil des ministres s'est tenue le vendredi à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tous les membres du gouvernement présents à Kinshasa et les directeurs de cabinet du chef de l'État Anthony Kinzo ont pris part à cette rencontre hebdomadaire. La situation sécuritaire, humanitaire et épidémiologique au pays, l'évolution de la situation récente sur le marché d'échange, la signature du mémorandum d'entente pour le renforcement de la coopération agricole entre la République démocratique du Congo et la Chine figuraient parmi les points à l'ordre du jour de la 48e réunion du Conseil des ministres. Célébration de la journée de l'enfant africain, prétendu massacre de 318 personnes à Moba, sensibilisation sur l'obtention de permis de conduire et autres faits d'actualité ont alimenté la presse au cours de la semaine qui s'achève, suivant ces registres nommés Semaine en 5 avec notre consoeur Joséphine Liondo.
Ce peut être le bout du tunnel d'une crise sécuritaire dans la région des Grands Lacs. Voici plusieurs décennies. Un pas décisif vient d'être franchi pour la paix dans l'est de la RDC. Les experts rwandais et congolais ont paraphé un document préparatoire à un accord de paix sous l'égide des États-Unis. Cet accord préliminaire sera soumis à la validation du ministre des Affaires étrangères de ces deux pays. Cela une des médias pendant la semaine et qui ouvre la fenêtre de la semaine en 5 minutes. 9e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la région des Grands Lacs en vue de la présidence par la RDC. Le rapport des travaux a été soumis à la chef du gouvernement. Autre fait et non le moindre, il s'agit d'un prétendu massacre de 318 personnes dans les territoires de Moba et le porte-parole de FARDC a démenti cette annonce. À l'origine de cette nouvelle, l'élu du Tanganyika a reconnu qu'une erreur a été commise lors de l'interprétation des données transmises au président de l'Assemblée nationale. La Cour des comptes a lancé les missions d'audit dans les entités émergentes du budget annexe du pouvoir central, notamment les hôpitaux et les établissements d'enseignement supérieur et universitaire. La production du nouveau passeport biométrique est effective en RDC. Ce document identitaire a été octroyé à certains demandeurs qui ont rempli toutes les recommandations requises. Un autre document à avoir avant le 30 juin prochain, c'est le permis de conduire biométrique avec puce. Le ministre provincial des Transports et Mobilité de la ville a sensibilisé les usagers routiers. Et pour clore ces flashbacks de la semaine, la RDC a célébré lundi 16 juin 2025 la journée de l'enfant africain sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant progrès depuis 2010. Cette année, le ministère du Genre, Famille et Enfants et l'UNICEF a plaidé pour les allocations de fonds face aux problèmes auxquels sont confrontés les enfants de la RDC. Par quels moyens les populations du territoire de Kaemba, nous sommes là dans la province du Kwango, traversent les rivières Kwilu et Kwenge? La question mérite d'être posée car le bac y affecté pour faciliter cette traversée ne sont toujours pas arrivés à destination et c'est depuis plus de 7 ans. La population du coin ne sait à quel sens s'est vouée. La problématique de cette traversée est donc évoquée ici dans ce grand reportage signé Lucie Lavie-Tussena et Patrick Kachala. Suivant. Kaemba, un des 5 territoires de la province du Kwango, situé à un peu moins de 1000 km au sud-est de Kinshasa, avec une population de plus d'1 million d'habitants, connaît de sérieuses difficultés de développement, notamment des infrastructures. La route principale est dans un état de délabrement très avancé. Nous n'avons pas d'eau potable. Il nous faut un forage. De Kaemba cité vers d'autres secteurs comme Bindu ou Bangu à plus ou moins 90 km, c'est un véritable calvaire. Il y a sur le parcours la rivière Kwilu a traversé. Le bac qui fonctionnait depuis des lustres est tombé en panne depuis 2018. Environ 7 ans d'attente d'un nouveau bac qui n'arrive toujours pas. La cité de Kaemba elle-même, le chef-lieu du territoire de Kaemba, la commune rurale de Kaemba, est coupé de secteurs et chefferies qui constituent le territoire de Kaemba. Cela est dû à l'état des routes, l'état des ponts et l'absence de bacs dans certains coins. Depuis 2019, il y avait le programme de 100 jours du chef de l'État et à ce programme, il avait été affecté à Kaemba 2 bacs, dont l'un pour la rivière Kwilu à Chakahamba. Il y avait un autre bac qu'on devrait installer sur la rivière Kwenge. Et c'est là pour permettre aux gens d'accéder au secteur de Koulinji. Mais il s'est posé un problème. Il y a un bac qui a pris une destination inconnue. Mais l'autre bac qui reste, il est destiné à Chakahamba Bumba. D'après les contacts que nous avons eus avec les autorités de l'office des routes, que l'office des routes n'avait pas de moyens pour déployer ces bacs, ces coques de bacs qui se retrouvent à Kikwit jusqu'aujourd'hui. Pendant que Kaemba attend l'acheminement du coq de ces bacs, l'office des routes traîne les pas. C'est pourquoi
pourquoi nous plaidons. Avec tout ce que nous avons comme moyens, en tant que parlementaires, nous avons contacté la direction provinciale de l'Office des routes, la direction des matériels flottants de l'Office des routes et la direction générale même. Nous avons pu obtenir les devis et ces devis ont été collectionnés par la direction générale qui a adressé une correspondance au ministère des ITP et au FONER pour demander à ce que les moyens soient mis à leur disposition afin d'installer ces bacs. Voilà où nous en sommes. Mais actuellement, la situation laisse à désirer. La population de Kaimba est terrée dans la cité de Kaimba. Les véhicules ne peuvent plus accéder dans le secteur de Bangou, dans la chefferie de Mamouchiko. La population de ces secteurs garde leur foi dans le plaidoyer du député national Victor Bintou Changata parce qu'il y a peu, ces contrées ont été reliées au reste du monde par l'installation d'une antenne d'un réseau de communication grâce à un autre plaidoyer mené par ce digne représentant. Nous disons un grand merci à l'honorable pour la communication et ce geste restera gravé dans le cœur de tous. Le territoire de Kaimba n'a pas été oublié dans le programme phare du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, PDL 145 territoires. Quel est l'état d'exécution des travaux des infrastructures prévues? Je suis dans la commission ATI-NTIC, commission aménagement du territoire, qui pratiquement s'occupe aussi des travaux du ministère du Plan qui est chargé de l'exécution du programme PDL 145 territoires. Le ministre du plan nous avait reçu par cookies en présence des agences d'exécution. Il nous avait été dit que les fonds étaient débloqués pour la totalité des travaux, pour Kaimba par exemple. Mais nous avons des informations selon lesquelles l'état d'avancement avoisinerait les 80%. D'après ce que je vis, c'est contraire à ce que l'on déclare parce qu'il y a des bâtiments qui sont jusque-là au niveau de la fondation et la situation est restée au statu quo depuis mars 2024 jusqu'aujourd'hui. Au regard de ces nombreuses difficultés, la population de cette partie du pays attend beaucoup du gouvernement souminois. Belle interpellation de notre consoeur Lussulavi Tusienda. Passons à autre chose. Inclusion financière des déplacés des gares et familles d'accueil, sujet au centre des assises réunissant les institutions étatiques, financières, organismes humanitaires et autres structures. Le détail dans ce reportage de notre consoeur Marie-Louise Mbela. Promouvoir l'inclusion financière en République démocratique du Congo figure parmi les actions du gouvernement central. Compte tenu de ses prérogatives, le FPM met les bouchées doubles pour offrir des services financiers aux réfugiés, déplacés internes et promouvoir leur autonomisation financière. D'où la tenue de ces assises qui ont rassemblé les institutions étatiques, financières, les organismes humanitaires et autres structures autour de l'inclusion financière de réfugiés, déplacés internes et familles d'accueil. Aujourd'hui, je lance un appel vibrant à la création d'une coalition d'action pour l'inclusion financière des réfugiés et des déplacés en République démocratique du Congo. Cette coalition sera une plateforme d'échange, de co-construire et de financement pour bâtir une approche multisectorielle et pérenne. Pour réussir le pari du FPM ASBL, les panélistes ont décortiqué les défis majeurs de l'inclusion financière, les opportunités et ont proposé des pistes et des solutions durables devant faciliter la mise en œuvre du processus de l'inclusion financière des réfugiés et des déplacés internes victimes de la guerre d'agression rwandaise dans l'est de la RDC. C'était également une occasion pour partager l'expérience notamment de la microfinance TID implantée à Butembo et d'autres institutions financières du Sud-Soudan et du Kenya sur le mécanisme de l'intégration économique des déplacés des guerres. Pour cerner les contours de l'inclusion financière, des programmes éducatifs seront prévus pour permettre aux réfugiés et déplacés internes de s'approprier des compétences afin de mieux gérer les ressources financières, a dit le directeur général du Fonds pour l'inclusion financière, Patrick Congo. Si le Rwanda en passe de signer un accord de paix, la déportation de Congolais au Rwanda par le M23, le début de la concrétisation de la politique de balkanisation de la RDC par le Rwanda, ce quelques sujets constituent l'ossature de la rétrospective de la revue de presse que nous livrent ici nos confrères Jean-Pierre Ndolo Demazou et Jires Tofunje. Suivant.
Bienvenue mesdames, messieurs à cette rétrospective hebdomadaire de la revue de presse. Une lueur d'espoir dans le conflit entre la RDC et le Rwanda, note Radio France Internationale. Les experts de deux pays ont paraphé aux États-Unis un document à un accord de paix. L'impératif de mise en œuvre du mandat onusien et l'importance de protéger les populations vulnérables du Sud Kivu au centre des entretiens entre la chef de la MONUSCO et les rebelles du 1-23, constate Africa News RDC.net. Bintou Keïta a achevé sa mission à Goma. Human Rights Watch tire la sonnette d'alarme, révèle Info27.cd. L'AFC 1-23 est accusé de déportation forcée des Congolais vers le Rwanda. L'ONU enfonce le clou et accuse le 1-23 des viols, occupations et enrôlements forcés au Sud Kivu, affirme Info27.cd. L'ampleur effroyable des violations des droits humains sont dénoncées par le haut-commissaire Volker Turk. Le plan de balkanisation de la RDC fait du chemin, dénonce le potentiel et pour cause, 1-23 s'installe, l'ONU est attentiste, un gouvernement parallèle qui fonctionne à Goma, la tentative de balkanisation se dessine sous les yeux des Nations Unies. Kabila et 1-23, même objectif titre Info27.cd, Ikaya Bin Karoubi, conseiller de l'ancien président de la RDC, selon lequel Joseph Kabila est en contradiction avec le 1-23, le conflit. Plus de 700 000 enfants sont affectés en Ituri, rapporte la société civile. Propos relayés par la référence. Nombre d'entre eux vivent dans la précarité. Procès contre l'assassinat de Patrice Emery Lumumba, selon Actualité.cd, le tribunal correctionnel de Bruxelles engage des poursuites judiciaires contre Étienne d'Avignon et l'assassinat de Patrice Emery Lumumba. Des détenus évadés de la prison de Makala dans le lisant du procureur Firmin Vondé, annonce Mediacongo.net. Ce dernier demande l'intensification des recherches pour les retrouver. Fin de ces journées. Nous avons vu, mais avant de nous quitter, voici le rappel de titre. 7 ans de souffrance de la population du territoire de Kaemba. Nous sommes là dans la personne du roi qui connaît de sérieux problèmes pour traverser les rivières Kwilu et Kwenge, et pour cause, les bacs y affectés pour traverser ne sont jamais arrivés à destination. Comment font-ils pour traverser? La question a été posée dans ce grand reportage que nous a proposé tout à l'heure notre consoeur Lucie Lavitusenda. Encore une fois, mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur la nationale, 13h30, une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et restez branchés sur la télévision nationale. Au revoir.